Poutine a déclaré que l'invasion de l'Ukraine est une question de semaines. C'était il y a 3 ans. Le prix de la guerre de Poutine a été payé dans le sang. La statistique la plus choquante de Poutine a été dévoilée. La Russie a officiellement subi près d'1 million de pertes dans la guerre et est en passe de dépasser le cap du million d'ici la fin juin. La raison de ce nombre de morts est la taille considérable du personnel militaire russe. Pourquoi dépenser des milliards pour des machines de guerre alors qu'on peut envoyer des vagues de soldats à la mort? Alors, quand ce bain de sang prendra-t-il fin? Seul le temps nous le dira. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est si implacable qu'elle a tué ou blessé un soldat chaque minute, et ce, pendant 3 années consécutives. Jour après jour, nuit après nuit, des vies humaines sont échangées contre quelques centimètres de territoire. Des rapports récents estiment que près d'1 million de soldats russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion à grande échelle. Cela inclut plus de 5000 officiers, parmi lesquels au moins 10 généraux, et plus de 500 colonels et lieutenants-colonels. Au début de l'invasion, environ un décès russe confirmé sur 5 était un officier. Mais avec le temps, alors que ce lourd tribut décimait leurs rangs, leur nombre a diminué spectaculairement. Au printemps 2025, les officiers ne représentaient que 2 à 3% des nouveaux morts confirmés, non pas en raison de l'amélioration des tactiques de commandement russes, mais plutôt par manque de commandants expérimentés dans l'armée. À la place, des conscrits non formés, des volontaires inexpérimentés et des réservistes mobilisés à la hâte étaient jetés dans l'impitoyable machine à broyer. Avec peu de préparation, de formation adéquate et de leadership compétent, les conséquences tragiques pour ces soldats étaient prévisibles. Pour l'Ukraine, le coût humain a été tout aussi dévastateur. Environ 400 000 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés en défendant leur patrie. Un coût catastrophique pour une nation dont la population est nettement inférieure à celle de la Russie. Cette perte immense a forcé l'Ukraine à lancer plusieurs vagues de mobilisation, enrôlant des civils issus de presque toutes les professions et de tous les milieux. Contrairement à la Russie avec sa réserve de main-d'œuvre presque inépuisable, l'Ukraine a très peu de marge d'erreur. Chaque bataille en Ukraine entraîne la perte de soldats entraînés, mais aussi d'enseignants, d'ingénieurs, d'agriculteurs et d'artistes, des citoyens qui auraient contribué à la reconstruction du pays après la guerre. Cette guerre est déjà le conflit européen le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, et chaque jour qui passe ne fait qu'amplifier son sombre héritage. Les 2 nations sont désormais prises dans une guerre d'usure sans merci. La question est de savoir combien de sang chaque nation peut encore endurer. L'armée russe, immense mais déjà éprouvée, cédera-t-elle en premier sous le fardeau inexorable des pertes et de la pression économique? Ou la population ukrainienne, plus petite et déjà lourdement éprouvée, atteindra-t-elle en premier son point de rupture? En 2025, 51% des entreprises utilisent déjà l'intelligence artificielle. Microsoft, Amazon, Google ont tous licencié des milliers de personnes à cause de cela. 40% des gens craignent que l'intelligence artificielle ne leur vole leur travail cette année. Ça paraît effrayant, mais voici ce que vous ne voyez pas. Ils recrutent aussi. Ils embauchent des personnes qui comprennent l'intelligence artificielle, qui savent utiliser les outils d'intelligence artificielle et celles qui peuvent construire avec elle. Et il ne s'agit pas seulement d'emploi. Si vous dirigez une entreprise, travaillez en freelance ou construisez quelque chose par vous-même, l'intelligence artificielle n'est pas optionnelle. C'est un levier. Ceux qui apprennent l'intelligence artificielle maintenant dépasseront ceux qui ne le font pas. Si vous voulez garder une longueur d'avance, recruter mieux et construire plus rapidement, apprenez l'intelligence artificielle dès maintenant. Je recommande vivement cette formation en intelligence artificielle de 2 jours, qui vous fait passer de débutant à professionnel avancé en seulement 16 heures. Elle est évaluée à 895 $, mais j'ai collaboré avec Outskill pour offrir 1000 places gratuites à mes apprenants. L'événement se déroulera ce week-end, de 11h à 19h heure normale de l'Est, samedi et dimanche. C'est gratuit. Alors cliquez sur le lien en description pour réserver votre place avant expiration. Leur programme de 2 jours offre 16 heures de formation en direct gratuitement pour les spectateurs de Business Basics. Dans cette formation, vous apprendrez plus de 20 outils d'intelligence artificielle pour constituer votre boîte à outils et maîtriser l'ingénierie des prompts pour obtenir de meilleurs résultats. Vous apprendrez aussi à analyser des données sans coder, utiliser l'intelligence artificielle dans Excel et créer facilement de belles présentations. De plus, la formation couvre la création d'outils et d'agents intelligence artificielle sans coder,
la réalisation d'images et de vidéos attrayantes, avec l'intelligence artificielle et l'automatisation du travail pour gagner du temps et augmenter la productivité. Ce programme est destiné à tous, que vous travaillez dans la tech, la vente, le marketing, les ressources humaines, les opérations, ou même si vous êtes entrepreneur. Plus de 4 millions de personnes de plus de 120 pays ont déjà rejoint le programme, et les places se remplissent vite. Cliquez sur le lien en description pour réserver maintenant. Pendant les premières semaines de la guerre, en 2022, la Russie a menacé Kiev, mais l'Ukraine a résisté farouchement, de manière inattendue. À la mi-2022, la guerre s'était transformée en un affrontement épuisant, les deux camps étant bloqués dans de lourds combats acharnés à travers l'est et le sud de l'Ukraine. N'ayant pu obtenir une victoire rapide par la mobilité et la surprise, la Russie est revenue à ses tactiques brutales habituelles, tirs d'artillerie massifs et grandes vagues d'assaut humaines, utilisées depuis la Seconde Guerre mondiale et en Tchétchénie. Des villes comme Soledar et Bakhmout sont devenues des champs de massacre. Les unités russes, souvent mal commandées et parfois composées de condamnés recrutés par le groupe Wagner, étaient envoyées à plusieurs reprises directement contre les positions fortement défendues de l'Ukraine, pour être massacrées par milliers. Selon les analystes, les régions de Touva en Sibérie et de Bouriatie dans l'extrême-orient affichent les taux de mortalité par habitant les plus élevés du conflit. Par exemple, la petite Touva comptait environ 100 soldats officiellement confirmés morts. Avec une population locale aussi réduite, cela se traduit par un taux de mortalité incroyable d'environ 120 pour 10 000 hommes, soit environ 40 fois le taux de mortalité de la ville de Moscou. Les régions voisines comme la Bouriatie et la République de l'Altaï ne faisaient guère mieux non plus, chacune rapportant environ 90 morts de guerre pour 10 000 hommes. Mais si l'on regarde Moscou, qui abrite les familles les plus riches et influentes de Russie, le taux de mortalité n'était que de 3 pour 10 000. Et honnêtement, cette énorme différence n'est pas un hasard. Dès le premier jour, l'armée de Poutine s'est fortement appuyée sur des soldats issus des régions rurales, pauvres et des minorités. De nombreuses troupes initialement envoyées pour envahir l'Ukraine étaient des soldats sous contrat, principalement recrutés dans les régions rurales pauvres et parmi les minorités. En Bouriatie, au Daghestan et en Altaï, le service militaire ou l'engagement comme soldat sous contrat est depuis longtemps l'une des rares voies professionnelles pour les jeunes hommes. La rémunération, du moins sur le papier, est bien supérieure aux salaires locaux. Donc lorsque la guerre a éclaté, ces régions ont naturellement fourni beaucoup plus de soldats pour le front et, tragiquement, ont subi beaucoup plus de pertes. Les Ukrainiens ont également subi de lourdes pertes, tenant leur position jusqu'à épuisement des munitions et des approvisionnements. Ce n'est que sous le couvert de l'obscurité ou des tirs d'artillerie qu'ils se retiraient lentement vers des positions de repli préparées longtemps à l'avance. Malgré la stabilité territoriale, le nombre de victimes augmentait à un rythme alarmant. Selon une récente étude américaine, sur environ 1 million de pertes russes, près de 250 000 soldats auraient été tués au combat jusqu'à présent. Pour replacer cela dans un contexte historique, c'est plus élevé que le nombre total de morts militaires russes lors de près de 10 années brutales en Afghanistan dans les années 1980, des 2 guerres sanglantes en Tchétchénie durant les années 90 et le début des années 2000, ainsi que de nombreux autres conflits plus petits en Syrie, en Géorgie et ailleurs, tous réunis. Prenez tous les soldats russes tués dans ces guerres sur plusieurs décennies, multipliez ce nombre par 5 et vous obtenez le bilan sanglant de l'Ukraine. Selon des responsables occidentaux, bien que non confirmés officiellement, les pertes militaires ukrainiennes, bien que tragiquement élevées, représenteraient un quart à un cinquième des pertes russes totales. Beaucoup d'entre vous ont mentionné être abonnés mais ne pas voir nos vidéos recommandées par YouTube. Eh bien, j'ai posé la question à YouTube. Et selon YouTube, plus de 75% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors s'il vous plaît, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et sur le bouton s'abonner ci-dessous. Commençons. Cependant, même si les pertes de l'Ukraine sont relativement moindres, elles restent dévastatrices en termes absolus. Des dizaines de milliers des plus braves défenseurs de l'Ukraine, ceux qui ont tenu bon à Kiev, Kharkiv, Méropol et Kherson, sont partis à jamais. Un grand nombre sont grièvement blessés, beaucoup étant mutilés à vie. Avec une population nettement plus petite que celle de la Russie, l'Ukraine ressent chaque perte plus profondément. Un tribut supportable pour la Russie pourrait être catastrophique pour l'Ukraine. Comme le veut le dicton, en temps de guerre, la démographie dicte le destin et la marge d'erreur de l'Ukraine est très faible. Début 2024, après près de 2 années complètes de guerre acharnée, la population ukrainienne, en temps de guerre, était tombée à environ 37 millions de personnes.
La Russie comptait encore environ 146 millions d'habitants, soit presque 4 fois la population restante de l'Ukraine. Selon l'enquête Global Firepower de 2024, l'Ukraine a un vivier d'environ 19 millions d'adultes en âge de servir, dont environ 15 millions sont assez en bonne santé pour le service actif. Chaque année, environ 418 000 Ukrainiens atteignent l'âge du service militaire. Les chiffres de la Russie sont nettement plus élevés. Près de 70 millions de soldats potentiels, 47 millions aptes au service et environ 1,3 million de jeunes Russes atteignant chaque année l'âge du service militaire. De plus, la Russie peut mobiliser immédiatement environ 5 millions de soldats entraînés avec une capacité de mobilisation totale pouvant atteindre 20 millions. Ce réservoir immense explique pourquoi, même après 3 années de guerre acharnée, Poutine ne montre absolument aucun signe de ralentissement. Au contraire, il puise toujours plus dans les immenses ressources humaines de la Russie, résolu à entretenir indéfiniment ce conflit brutal. Après tout, si perdre environ 1 millier de soldats russes chaque jour n'a pas encore dissuadé le Kremlin, il faut se demander ce qui pourrait bien le faire. Peut-être la démographie et la société, malgré l'avantage numérique écrasant de la Russie. Avec ses 140 millions d'habitants contre 37 millions pour l'Ukraine, Poutine risque plus qu'il ne le réalise. Même avant la guerre, la population russe vieillissait et diminuait rapidement à cause d'un faible taux de natalité et d'une espérance de vie alarmante, surtout chez les hommes. La guerre accélère spectaculairement le déclin de la Russie en drainant des dizaines de milliers d'hommes russes, jeunes et en bonne santé, les envoyant prématurément dans la tombe ou les ramenant gravement blessés, incapables de contribuer pleinement à la société. Chaque soldat perdu aujourd'hui est un travailleur, un mari ou un père qui sera absent demain. La guerre de Poutine provoque un exode massif de la jeune génération russe, en particulier les travailleurs qualifiés, étudiants et personnes instruites, essentielles à la croissance future du pays. Depuis le début de l'invasion, surtout après l'ordre de mobilisation partielle de Poutine en septembre 2022, plus de 700 000 Russes ont fui le pays. Certaines estimations indépendantes situent ce chiffre plus près d'1 million. La situation démographique de l'Ukraine est bien plus grave, mais la comparer à la Russie n'a pas de sens vu les défis auxquels le pays fait face. Contrairement à la Russie, l'Ukraine n'a pas le luxe de choisir quand ou comment mettre fin à la guerre. Parce qu'ils ne mènent pas seulement une guerre, ils se battent pour la survie même de leur patrie. Si l'Ukraine perd, elle perd tout. Le pays tel que nous le connaissons pourrait disparaître. Cela explique pourquoi les Ukrainiens continuent de se battre avec autant de férocité malgré le lourd tribut. Aujourd'hui, pratiquement chaque Ukrainien, de Donetsk à Lviv, connaît quelqu'un qui a été blessé ou tué. La guerre elle a touché tout le monde, jeunes et vieux, hommes et femmes. Malgré tout, une victoire de l'Ukraine lui donnerait une chance de reconstruire le pays, même en repartant de zéro. Le problème insoluble, du moins pour l'instant, c'est que l'Ukraine a déjà effectué plusieurs vagues de mobilisation depuis le début de la guerre en 2022. Et même si des millions d'Ukrainiens restent prêts à défendre leur foyer, le nombre de combattants qualifiés et expérimentés n'est tout simplement pas illimité. En 2024, l'Ukraine a dû mobiliser des volontaires plus âgés, des hommes dans la quarantaine et la cinquantaine, qui en temps normal n'auraient pas été jugés aptes à servir en première ligne. L'armée professionnelle, les vétérans qui ont courageusement résisté à l'invasion initiale de la Russie en 2022, a été en grande partie décimée ou gravement affaiblie. Tout au long de 2023, leurs rangs ont été progressivement renforcés par de nouvelles recrues moins expérimentées, animées par le patriotisme, mais inévitablement dépourvues du même niveau de préparation au combat. Début 2025, une nouvelle génération de l'armée ukrainienne se bat, aguerrie, mais épuisée par des affrontements incessants et implacables. Leur résilience a impressionné le monde, mais même les plus forts ont des limites. C'est justement en raison de la résilience acharnée des Ukrainiens que la Russie a décidé de viser directement les civils et les infrastructures vitales du pays. À partir de la fin de 2022, la Russie a lancé vague après vague de frappes de missiles et de drones, visant délibérément les réseaux électriques civils, les transformateurs, les services publics, les ponts, les routes et les voies ferrées, allant même jusqu'à percer un trou mortel dans le dôme de confinement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Avec ces attaques, Poutine avait un seul but, faire souffrir les Ukrainiens au point de briser leur morale et leur résistance. Pendant un certain temps, la situation est devenue vraiment difficile, surtout durant l'hiver 22-23. Des millions d'Ukrainiens ont enduré des semaines sans électricité, chauffage ni eau courante. Plus de 10 millions d'Ukrainiens, près d'un quart de la population d'avant-guerre, se sont retrouvés dans le noir suite à d'importantes frappes de missiles russes au pire moment. Les hôpitaux ont lutté pour faire fonctionner l'équipement vital avec des générateurs de secours. Des témoignages déchirants
on rapportait des personnes tombant malades ou mourant à cause du froid, d'accidents et de services essentiels défaillants. Pourtant, à travers tout cela, l'esprit de l'Ukraine n'a pas fléchi. Au contraire, ils sont devenus encore plus résilients. Les actualités ont travaillé sans relâche pour réparer les centrales électriques presque aussi vite que la Russie pouvait les frapper. Les gens partageaient le peu de chaleur, d'électricité ou de nourriture qu'ils avaient avec leurs voisins. Pourtant, le ciblage incessant des zones civiles par la Russie a eu des conséquences horribles. Selon les Nations Unies, plus de 12 300 civils ukrainiens, dont au moins 650 enfants, ont été confirmés morts depuis le début de l'invasion à grande échelle. Les Nations Unies reconnaissent que ces chiffres ne reflètent qu'une petite partie de la réalité, ce qui est d'autant plus inquiétant. Le nombre réel d'innocents tués est certainement beaucoup plus élevé. Le siège de Mariupol est particulièrement horrible. Les bombardements russes ont systématiquement rasé des quartiers entiers de la ville. Des familles ont passé des jours piégées dans des sous-sols sombres, grelottantes avec peu de nourriture et d'eau, alors que les obus tombèrent continuellement au-dessus d'elles. Selon le maire de Mariupol, environ 21 000 civils ont été tués quand tout a pris fin. Un chiffre incroyable pour une ville en quelques semaines seulement. La situation est devenue si grave que des fosses communes ont dû être creusées à la hâte dans des cours, les cimetières étant à court de place. Et puis il y a Boutcha, une ville juste à l'extérieur de Kiev, où les troupes russes en retraite ont laissé derrière elles des rues jonchées des corps de civils exécutés. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, environ 10,6 millions d'Ukrainiens, soit près d'un quart de la population d'avant-guerre, ont été contraints de fuir leur foyer en raison de la crise des déplacements. Des millions de personnes vivent à l'étranger, en Pologne, en Allemagne et ailleurs en Europe, cherchant à retrouver une vie normale, espérant pouvoir rentrer un jour en sécurité dans leur pays. Enfin, il y a les victimes silencieuses et invisibles. La médecine de guerre moderne sauve aujourd'hui bien plus de soldats blessés qu'auparavant, même si peu en parlent. Bien que ce soit positif, des milliers d'Ukrainiens doivent maintenant affronter des blessures qui changent leur vie pour toujours. À la mi-2023 seulement, 1 an et demi après le début de la guerre à grande échelle, entre 20 000 et 50 000 Ukrainiens avaient déjà perdu au moins un membre à cause de blessures de guerre. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près équivalent au nombre total d'amputés que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ont eu pendant les 4 années brutales de la Première Guerre mondiale. Et gardez à l'esprit que cette estimation n'inclut même pas tous les combats violents qui ont eu lieu depuis la mi-2023. Vu l'implacabilité de la guerre depuis, le nombre réel d'amputés ukrainiens aujourd'hui est sûrement bien plus élevé. Les hôpitaux, centres de rééducation et cliniques de prothèses de Kiev ont été totalement débordés. Des milliers de patients, de jeunes hommes et femmes, qui auraient dû bâtir leur futur, réapprennent à marcher avec des prothèses, tentent de s'adapter sans bras, ou peinent simplement à effectuer les gestes quotidiens les plus basiques. Mais même dans cette situation déchirante, de nombreux soldats blessés se sont publiquement engagés à retourner au service actif, déterminés à continuer de se battre, même après des blessures dévastatrices. Pendant ce temps, la Russie fait face à une situation bien plus grave et inhumaine que l'Ukraine. Selon des sources internes du service médical militaire russe, sur le total des blessés russes, plus de 60 000 blessures ont nécessité l'amputation d'au moins un membre. Les chirurgiens de campagne rapportent recevoir tant de blessures graves par explosion chaque semaine qu'ils pratiquent donc souvent des amputations presque automatiquement, dès qu'il y a un doute sur la circulation sanguine d'un membre, même pour des blessures normalement traitables dans les hôpitaux ukrainiens ou de l'OTAN. Des communications interceptées par les renseignements ukrainiens ont révélé la mentalité impitoyable de certains officiers russes. Des officiers ont ouvertement ordonné aux médecins et aux troupes de première ligne d'abandonner les lourds, c'est-à-dire les soldats tellement gravement blessés qu'ils ne peuvent pas marcher seuls, car les transporter pourrait ralentir le rythme de l'assaut. Des organisations indépendantes de défense des droits de l'homme comme Gulagou.net ont recueilli des dizaines de témoignages directs de conscrits russes traumatisés, décrivant l'abandon de camarades blessés, laissés pour mourir lentement, seuls. Les véhicules d'évacuation et les ressources médicales sont souvent réservés en priorité aux officiers, laissant les simples conscrits mourir dans d'atroces souffrances qui auraient pu être évitées sous un autre commandement. Les plus affectés sont les recrues des prisons, intégrés dans les unités Storm Z tristement célèbres. Ces unités, principalement composées de condamnés, endurent les pires traitements possibles. Si un prisonnier blessé peut encore respirer, les commandants lui ordonnent de ramper vers le front. S'il ne peut ni bouger ni respirer, les commandants le déclarent commodément disparu, permettant ainsi à l'armée d'éviter de verser une indemnisation à sa famille. De même, la chaîne médicale russe est tout aussi mauvaise.
La Russie est entrée dans cette guerre avec moins de 200 ambulances blindées modernes pour toute l'armée, et elle en a perdu la plupart au cours des 6 premiers mois du conflit. Encore aujourd'hui, les trousses médicales de base en première ligne ne contiennent pas de garrots simples, pourtant considérés comme vitaux dans toutes les armées de l'OTAN. Les hôpitaux de campagne manquent de chirurgiens vasculaires qualifiés pouvant sauver des membres blessés. Ils doivent donc pratiquer des amputations rapides, enlevant des membres que les hôpitaux ukrainiens ou de l'OTAN auraient pu sauver facilement. Grâce au soutien massif des États-Unis et de l'Union européenne, l'Ukraine déploie désormais régulièrement des blocs opératoires portables partiels à pression négative sur la ligne de front, permettant de réaliser des microchirurgies pour sauver des membres dans les 6 heures suivant une blessure. Et même dans les cas où la Russie parvient à sauver la vie d'un soldat, ce qui se passe ensuite est peut-être encore plus cruel. La rééducation est quasi inexistante. En mars 2025, une lettre désespérée de l'Institut de prothèse de Saint-Pétersbourg a fuité et a été rendue publique. Ils imploraient le ministère russe de la Défense de leur procurer des composants prothétiques en fibre de carbone. Ils ont souligné que le budget alloué par le gouvernement pour 2024 ne couvrait à peine que 15% de leurs besoins réels, alors qu'en Ukraine, les soldats blessés sont envoyés dans des centres de rééducation ultramodernes, financés par l'Occident, comme le Superhuman Center à Lviv, où les patients reçoivent des emboîtures imprimées en 3D, des mains myoélectriques avancées et une rééducation complète, le tout entièrement gratuit. La Russie est capable de traiter humainement ses soldats, mais choisit délibérément de ne pas le faire pour économiser de l'argent. Poutine a promis aux familles une indemnisation allant jusqu'à 5 millions de roubles, environ 55 000 $, pour les soldats grièvement blessés ou tués au combat. Les commandants russes classent donc souvent, à tort, les soldats tombés comme disparus ou déserteurs, annulant légalement le versement des pensions ou indemnités. Les familles des conscrits tués au combat reçoivent souvent des avis indiquant que leurs fils sont portés disparus, les laissant sans soutien financier et dans une profonde détresse émotionnelle. Une mère de Saratov a enregistré un officier, expliquant qu'il était moins coûteux pour la patrie que son fils porté disparu ne soit jamais retrouvé. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles le comité indépendant des mères de soldats de Russie a déjà enregistré plus de 11 000 plaintes officielles concernant des compensations non versées. Même si la Russie décidait soudainement de réparer cette injustice en indemnisant les familles, ce serait financièrement presque impossible. Nous allons bientôt approfondir les détails économiques, mais voici l'essentiel. Actuellement, la priorité financière de la Russie est de financer son industrie militaire, car elle perd du matériel à un rythme effréné, encore plus rapidement que Leonardo DiCaprio ne perd ses petites amies après leurs 25 ans. Les estimations confirmées situent déjà les pertes de chars russes à bien plus de 2000, mais des sources non officielles indiquent que le chiffre réel pourrait atteindre jusqu'à 10 000 chars détruits ou capturés depuis le début de l'invasion. Ajoutez à cela environ 23 000 véhicules blindés de combat, près de 29 000 systèmes d'artillerie, et au moins 50 et 1 000 véhicules de transport camions-citernes, et beaucoup d'autres équipements. Officiellement, le ratio des pertes d'équipements russes par rapport à celle de l'Ukraine est d'environ 5-1 en faveur de l'Ukraine. L'Ukraine a aussi perdu une grande quantité de son matériel militaire. La différence est que les alliés occidentaux interviennent constamment pour compenser ces pertes, remplaçant souvent le matériel perdu par des armes plus récentes et avancées. Comme pour les militaires, une question cruciale se pose maintenant. Quel camp manquera en premier de munitions et d'équipements ? En chiffres, la Russie a débuté cette guerre avec des stocks énormes. Ils ont même rouvert d'anciennes usines soviétiques pour produire massivement des obus, des munitions et des armes plus simples. Toutefois, de sévères sanctions internationales restreignent l'accès de la Russie aux composants high-tech indispensables aux missiles de précision, drones avancés et à l'électronique complexe. L'Ukraine dépend presque entièrement des munitions, du carburant et de l'équipement militaire fourni par l'Occident, une dépendance qui pourrait devenir problématique si le soutien politique occidental faiblit. Les machines de guerre des deux camps sont soumises à une pression énorme. La Russie lutte pour maintenir son autosuffisance malgré les sanctions écrasantes, alors que l'Ukraine est confrontée au risque constant de voir son soutien vital, l'aide occidentale, diminuer ou même disparaître. Si la Première Guerre mondiale a été gagnée par ceux avec le plus d'usines, de mines et d'aciéries, alors la guerre russo-ukrainienne se joue sur la capacité à maintenir des chaînes logistiques et des alliances fortes. Il ne s'agit pas seulement de quantité d'armement, mais aussi de fiabilité, rapidité, efficacité et durabilité dans leur remplacement. Sur ce point, passons à l'économie pure. Le gouvernement russe a investi une somme énorme pour maintenir sa machine de guerre en marche.
En 2024, les dépenses militaires de la Russie ont atteint environ 6,7% de son produit intérieur brut total. C'est une somme d'argent stupéfiante, la plus élevée depuis le pic des dépenses de l'Union soviétique pendant la guerre froide. La plupart de ce budget astronomique a servi à produire des missiles et chars pour remplacer ceux détruits par l'Ukraine, nourrir des milliers de soldats, engager des mercenaires, mener des campagnes de propagande et entretenir la machinerie nécessaire au conflit. Mais chaque rouble dépensé pour la guerre est un rouble de moins pour les écoles, les hôpitaux, les routes ou toute infrastructure civile de base en Russie. Il est déjà clair que la société russe ressent la pression, avec des protestations qui émergent partout. Cependant, malgré le régime autoritaire de Poutine, le Kremlin a réussi jusqu'à présent à éviter l'effondrement total de l'économie et à contenir la colère populaire. Ils ont réussi cela en mobilisant seulement une partie de la société, comme les minorités ethniques pauvres et les régions éloignées, pour les conscrits, épargnant ainsi les familles plus riches et politiquement influentes de Moscou ou de Saint-Pétersbourg des pires conséquences de la guerre. Une autre raison majeure pour laquelle l'économie russe résiste est le flux régulier de revenus de la vente de son pétrole et de son gaz. Depuis le début de la guerre, le pétrole et le gaz constituent plus de la moitié du budget fédéral russe. En 2024, ce chiffre a parfois atteint près de 60%. Avec les pays occidentaux qui n'achètent non plus de pétrole russe en raison des sanctions strictes imposées juste après l'invasion, la Russie s'est rapidement tournée vers l'Est. La Chine et l'Inde sont devenus les principaux acheteurs. Début 2024, la Russie est devenue le principal fournisseur de pétrole de l'Inde, fournissant près de 40% des importations indiennes de brut, contre moins de 2% avant la guerre. La Chine a aussi accru ses importations de pétrole russe. Au début de 2025, la Chine importait plus de 2 millions de barils de pétrole russe chaque jour, soit presque le double du niveau d'avant-guerre. Ces ventes massives ont permis à la Russie de maintenir son économie à flot, malgré une forte isolation des marchés mondiaux et une interdiction de commercer avec la plupart des pays occidentaux. C'est aussi un risque énorme que près de la moitié des exportations de pétrole brut de la Russie aillent désormais vers seulement l'Inde et la Chine. La Russie est dans une position très vulnérable. L'Inde et la Chine utilisent leur pouvoir de négociation pour exiger d'importantes réductions de prix. La Russie vend parfois son pétrole à environ $30 de moins que le prix du marché international. Selon un rapport de Bloomberg datant du début de 2025, ces remises forcées coûtent à la Russie des dizaines de milliards de dollars chaque année, un montant crucial pour financer sa guerre. Cependant, la Russie ne peut se permettre de perdre ses clients, donc ces remises sont inévitables. L'Inde a annoncé son intention de réduire sa dépendance au pétrole russe en diversifiant ses sources d'approvisionnement, notamment en renouant les négociations avec des fournisseurs du Moyen-Orient. Parallèlement, l'économie chinoise a été instable en raison de problèmes financiers persistants, d'une baisse de la production industrielle et de la demande des consommateurs, rendant incertain l'achat continu par la Chine de grandes quantités de pétrole russe à prix réduit. Revenir à la vente de pétrole et de gaz à l'Europe ou à d'autres pays occidentaux n'est vraiment plus une option. En 2025, les exportations par pipeline vers l'Union européenne ont chuté de plus de 80% par rapport à l'avant-guerre. L'Europe s'est tournée vers le gaz naturel liquéfié des États-Unis, du Qatar et d'autres pays, excluant la Russie de son marché énergétique le plus rentable. En plus de cela, en février 2025, le G7 et l'Union européenne ont introduit de nouvelles sanctions visant les produits pétroliers raffinés russes, comme le diesel et le kérosène, rendant encore plus difficile pour la Russie de trouver des acheteurs. Le secteur du raffinage russe, autrefois rentable, a vu ses marges chuter considérablement à cause d'un accès restreint au marché et de l'augmentation des coûts de transport et d'assurance. Selon Bloomberg, en mars 2025, les revenus totaux de la Russie issus des combustibles fossiles ont baissé de 40% par rapport à l'avant-guerre, mettant le budget du Kremlin sous forte pression. L'économie russe est également en difficulté sur le plan intérieur. Début 2025, l'inflation tournait autour de 12% et la valeur du rouble était très volatile. Pour lutter contre l'inflation croissante et soutenir sa monnaie, la Banque centrale russe a dû relever à plusieurs reprises les taux d'intérêt tout au long de 2024, atteignant finalement près de 15%. Des taux d'intérêt aussi élevés ont gravement nui aux investissements des entreprises et aux dépenses des consommateurs. Officiellement, l'économie russe s'est contractée d'environ 3,5% rien qu'en 2024, mais les économistes indépendants estiment que les dégâts réels sont bien plus importants. Pendant ce temps, il va sans dire que l'économie de l'Ukraine est complètement dévastée. En 2022, durant les premiers mois de l'invasion, le produit intérieur brut ukrainien a chuté d'environ 30%.
Remarquablement, le pays a évité un effondrement économique total grâce à une aide internationale massive et une capacité d'adaptation impressionnante. Les entreprises ont rapidement migré vers l'ouest, s'éloignant des zones de combat. Malgré les bombardements et les mines, les agriculteurs ont persisté à semer. Les usines se sont rapidement converties pour produire du matériel militaire vital comme des drones et des blindages, délaissant les biens civils. Ces mesures ont évité un effondrement total, mais le pays reste dépendant de l'aide financière. Les alliés de l'Ukraine, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, continuent d'envoyer des dizaines de milliards de dollars chaque année. Fin 2024, d'après les données budgétaires officielles de l'Ukraine, environ la moitié du budget total du gouvernement provenait directement de l'aide extérieure. Cet argent finance les salaires des soldats, les pensions, les services sociaux, les hôpitaux et les réparations urgentes des infrastructures. Au total, l'Ukraine a reçu plus de 150 milliards de dollars d'aide promise de la part des nations occidentales. L'inconvénient est que plus cette guerre dure, plus l'Ukraine dépend de l'aide extérieure. Il est extrêmement difficile de reconstruire une économie stable et autonome quand les missiles et l'artillerie continuent de tomber chaque jour. La Russie ne montre aucun signe d'arrêt prochain, et la guerre pourrait facilement durer encore 2 ans, voire même 5 ou 10 ans. Des guerres d'usure brutale comme celle-ci ont déjà eu lieu, comme la guerre Iran-Irak dans les années 1980. Souvent appelée la première guerre d'usure moderne, elle s'est prolongée sans relâche pendant 8 années épuisantes, de 1980 à 1988. Plus d'1 million de personnes sont décédées, et des millions d'autres ont subi des blessures ou des mutilations permanentes. Les 2 nations ont tout donné dans ce combat. Des milliers de chars, de chasseurs, d'obus d'artillerie, d'armes chimiques et même des vagues tragiques d'enfants soldats et de jeunes conscrits mal entraînés. Pourtant, après tout ce carnage inimaginable, les frontières sont restées pratiquement là où elles avaient commencé, démontrant à quel point ces guerres longues et épuisantes finissent généralement par être futiles. Le coût économique a été désastreux pour les 2 parties. À la fin de la guerre, l'Iran avait subi d'énormes pertes, avec environ 500 milliards de dégâts économiques, faisant reculer le pays de plusieurs décennies. Malgré l'aide financière massive et les prêts généreux de riches pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite et le Koweït, ainsi que le soutien des puissances occidentales, l'Irak s'est retrouvé enseveli sous près de 82 milliards de dollars de dettes. Ce fardeau financier écrasant a gravement déstabilisé l'économie irakienne et a directement contribué à la décision imprudente de Saddam Hussein d'envahir le Koweït en 1990, déclenchant ainsi un autre conflit dévastateur et destructeur, la guerre du Golfe. Mais le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine comporte des risques encore plus dangereux et imprévisibles. Contrairement à l'Iran et à l'Irak, la Russie est une superpuissance nucléaire. Cela signifie que si Vladimir Poutine se sentait vraiment acculé, poussé dans une position désespérée sans issue, même un petit nombre de frappes nucléaires pourrait mettre fin instantanément à la guerre conventionnelle. Mais si la Russie faisait un jour ce choix catastrophique, elle se condamnerait à une isolation totale et à des représailles écrasantes de la communauté internationale. En résumé, l'escalade nucléaire est terriblement possible, mais c'est aussi essentiellement un suicide. La guerre en Ukraine s'intensifie rapidement, dépassant la menace nucléaire. L'Ukraine ne se limite plus à défendre son propre territoire. Au contraire, elle mène le combat directement en Russie. L'année dernière, l'Ukraine a multiplié les frappes de drones, les sabotages et les attaques ciblées en territoire russe. Tout récemment, en juin 2025, des drones ukrainiens ont mené une attaque audacieuse, détruisant avec succès plusieurs bombardiers stratégiques russes, les mêmes avions dont la Russie dépend pour lancer des missiles de croisière sur les villes ukrainiennes. Avec des drones valant seulement quelques centaines de milliers de dollars, l'Ukraine a réussi à infliger à la Russie des dégâts estimés à 7 milliards de dollars. Malgré leur succès et victoire, aucun des 2 camps n'est proche d'atteindre son objectif initial. La Russie n'a pas réussi à vaincre l'Ukraine de manière décisive ni à briser la détermination de son peuple. Malgré un courage incroyable et un soutien occidental considérable, l'Ukraine n'a pas encore réussi à reprendre une grande partie de ses territoires occupés. Les négociations de paix ont débuté à maintes reprises, mais ont été interrompues et ont finalement échoué, souvent éclipsées par de nouvelles offensives, des atrocités contre les civils et une escalade de la violence renforçant la détermination de chaque camp à poursuivre le combat. Pour l'Ukraine, un accord de paix sans récupérer tout son territoire serait perçu comme une capitulation. Pour la Russie, même un retrait partiel ou un compromis signifierait admettre l'humiliation et la défaite. Actuellement, les enjeux sont à leur paroxysme.
toute l'architecture de sécurité de l'Europe, le principe international fondamental selon lequel un pays ne peut pas simplement en envahir un autre et s'emparer de son territoire, et surtout, la vie et l'avenir de dizaines de millions de personnes sont tous en jeu. De nouvelles armes révolutionnaires ou des stratégies de combat innovantes pourraient faire pencher la balance. Peut-être qu'une pression internationale croissante ou des troubles et un mécontentement interne en Russie pourraient finalement forcer Poutine à repenser sa stratégie. Ou peut-être, tragiquement, que cette guerre continuera simplement à avancer sans relâche, consumant davantage de vies, épuisant plus de ressources et détruisant encore plus de familles, jusqu'à ce qu'un camp finisse par céder sous le poids insupportable des pertes humaines et économiques. Jusqu'à cet instant, peu importe quand et où, les millions d'Ukrainiens et de Russes ordinaires au milieu n'ont d'autre choix que d'endurer la souffrance, pleurer leurs pertes et s'accrocher à l'espoir qui leur reste. Merci d'avoir regardé.